Cette vidéo est sponsorisée par Panini Comics. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va encore parler littérature. J'espère que t'as appris à lire depuis la dernière fois, mon con. Et j'espère aussi que t'es toujours aussi fan de Marvel. Parce que crois-le ou non, mais on fête les 80 ans de l'éditeur, ma gueule. Joyeux anniversaire Marvel, allez tous avec moi! Pour célébrer ça comme il se doit, Panini édite 2 comics qui retracent tout ce qu'il y a à savoir sur la Maison des Idées. Petite précision, la Maison des Idées, c'est Marvel. T'as vu, t'as déjà appris quelque chose, c'est ouf, non? Pour commencer, il y a l'histoire de l'univers Marvel. Dans ces 240 pages, tu vas trouver tout l'historique, tous les événements importants et toutes les sagas cultes qui se sont jouées pendant ces 80 années. Une sorte de petite leçon d'histoire sur cet univers en constante expansion. Grâce à ce livre, tu seras plus jamais perdu. Et si t'es néophyte, ça te permettra d'être à jour en un rien de temps. Ensuite, je te propose le MOOC Marvel 80 ans qui retrace l'histoire de l'éditeur à travers une tonne d'anecdotes passionnantes. Un vrai bouquin d'histoire qui révèle les coulisses de l'un des plus grands éditeurs de comics et son impact sur la pop culture. Si t'es un fan, c'est juste un immanquable, mon gars. Les 2 bouquins sont disponibles chez ton libraire et sur le site de Panini. Tu trouveras les liens dans la description. Alors qu'est-ce que t'attends? Fonce, la culture n'attend pas. Et bonne lecture, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on retourne à Amity faire un petit coucou à un très gros poisson. C'est parti pour les Dents de la Mer, deuxième partie. Du coup, nous sommes à l'été 75, les Dents de la Mer cartonnent comme aucun film n'avait cartonné jusqu'à présent, et Sid Sheinberg, le PDG d'Universal, il est plus ou moins dans l'état suivant. Sheinberg est heureux donc et convoque immédiatement les 2 producteurs Richard Zanuck et David Brown dans son bureau pour parler de la suite des événements. Parce que Sheinberg, il a de la suite dans les idées. Zanuck et Brown ont à peine le temps de s'asseoir face à Sheinberg que ce dernier passe directement à l'attaque. Quand est-ce que vous faites la suite? Et là, Zanuck et Brown hésitent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque lointaine de 1975, les suites se faisaient rares, et les suites à succès encore plus. Ce genre de production était en fait assez mal vu, et pouvait même carrément constituer un risque au sein d'une carrière. Oui, les temps ont bien changé. Sauf que quand on vient de signer le plus gros succès cinématographique de tous les temps, on se dit qu'une suite c'est la perspective d'un carton assuré. C'est donc les yeux pleins d'espoir et de vénalité que Sheinberg attend la réponse de notre duo de producteurs. Ces 2 derniers réfléchissent. Certes, on pourrait se dire que le film sera assurément un succès, mais d'un autre côté, comment passer après ce véritable phénomène sans décevoir le public? La pression est bien présente. Cependant, étant conscient que la suite se fera avec ou sans eux, Zanuck et Brown décident d'accepter de chapeauter le projet. Bon, y a plus qu'à. Première étape, constituer une petite équipe de talent, si possible avec les vétérans du premier opus. Les producteurs commencent donc par contacter le scénariste Carl Gottlieb, qui leur avait bien sauvé la mise sur le premier opus en réécrivant dans l'urgence un script qui ne convenait à personne. Il semble donc tout désigné pour rédiger la suite, sauf que le cachet proposé par Universal ne lui convient pas, et le studio ne comptant pas mettre plus d'argent sur la table, il refuse de rempiler. Qu'à cela ne tienne, il décide de faire appel à Howard Sackler. Pour rappel, Sackler avait déjà planché sur le premier opus suite à l'insatisfaction de Zanuck, Brown et Spielberg face au script de l'auteur Peter Benchley. S'il apporta quelques idées qui firent leur chemin jusqu'au script final, notamment le speech de Quint sur l'USS Indianapolis, globalement, son scénario ne fut pas non plus du goût de Spielberg et ses producteurs, qui firent donc appel à Gottlieb pour écrire tout ça. Rappeler Sackler, c'était donc comme faire quelques pas en arrière. Mais bon, Hollywood. Après bon, le gars c'est pas non plus un manche, il avait en effet une bonne réputation de dramaturge et remporté de nombreux prix pour sa pièce The Great White Hope, adaptée au cinéma en 70 par Martin Reitz. Du coup, Sackler accepte de bosser sur cette suite aux Dents de la Mer. Son idée, raconter le naufrage de l'Indianapolis, probablement du point de vue d'un jeune Quint. Une idée intéressante et originale, mais pas du goût de Sid Sheinberg. Sheinberg, lui, veut une vraie suite. Il veut que le public soit en terrain connu, et changer à ce point l'ambiance était beaucoup trop risqué selon lui. Sackler se met donc à la rédaction d'une nouvelle histoire de requin se déroulant à Amity, mais sans grand enthousiasme, n'étant pas franchement intéressé par l'histoire qu'il raconte. Mais bon, faut bien payer les factures. Bon, et le réalisateur dans tout ça? Bien évidemment, Zanuck et Brown pensent immédiatement à Steven Spielberg, qui avait fait un travail formidable sur le film original. Sauf que ce dernier est alors engagé sur Rencontre du troisième type, et n'est donc pas disponible, et en plus de ça, il est encore traumatisé de son expérience sur le tournage infernal du premier volet, et hors de question qu'il remette ça. Howard Sackler lance alors le nom de John Hancock, jeune réalisateur ayant signé le thriller Let's Scare Jessica to Death en 71, et le drame sportif Le Dernier Match avec Robert De Niro en 73. Hancock lit le script de Sackler, et le passe à sa femme Dorothy Tristan, elle-même scénariste. Verdict, elle trouve le scénario peu inventif, et émet quelques idées pour améliorer le tout. Son mari lui propose alors de réécrire le script. Ceci fait, il le passe à Zanuck et Brown qui en sont très satisfaits. Les producteurs engagent donc Dorothy Tristan comme scénariste, aux grandes dames de Howard Sackler qui interprétera tout ça comme une trahison, étant donné que c'est lui qui les avait fait venir sur le projet à la base. Pas de bol, Howard. Zanuck et Brown lancent alors la suite des hostilités, le casting. Murray Hamilton fait ainsi son retour dans le rôle de Larry Vaughn, et Lauren Gary revient en tant qu'Ellen Brody. Si le personnage de Matt Hopper était censé faire son retour, Richard Dreyfuss est alors trop occupé avec Spielberg sur Rencontre du troisième type, et ne pourra donc pas reprendre son rôle. Les producteurs envisagent pendant un temps de recaster le personnage, mais ils finissent par abandonner l'idée. Reste alors un dernier problème, et pas des moindres, Roy Scheider, alias Martin Brody. Alors engagé sur Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, l'acteur n'est pas disponible, et accessoirement, il n'a aucune envie de reprendre son rôle dans la suite. Voilà qui est problématique.
Sauf que suite à des réécritures du script de Voyage au bout de l'enfer qui ne lui conviennent absolument pas, il décide de quitter le projet et se trouve alors dans une position délicate. En effet, après Les Dents de la Mer, Universal lui avait fait signer un contrat stipulant qu'il devait 3 films au studio. Il avait fait Le Convoi de la Peur en 77 et Voyage au bout de l'enfer était censé être le deuxième, mais tout est alors remis en cause. Schoenberg décide donc de profiter de la situation et de forcer Scheider à reprendre le rôle de Martin Brody. En échange de quoi, il sera libéré de ses obligations auprès de Universal et on lui offre un énorme cachet, plus un pourcentage sur les recettes engrangées. Scheider finit donc par céder, mais à contre-cœur, et il le fera savoir sur le tournage. On y reviendra. Le reste du casting se composant en majorité d'adolescents, 17 jeunes acteurs sont ainsi sélectionnés. Le jeune Ricky Schroder hérite du rôle de Sean Brody et Tegan West celui de Mike, son grand frère. Concernant le reste de l'équipe technique, Joe Halves fait son retour comme directeur artistique, mais également comme réalisateur de seconde équipe et producteur associé. Pour la conception du requin, la Universal décide de faire de nouveau appel à Bob Matty, et ce contre l'avis de Richard Zanuck, qui considérait ce dernier comme un incompétent, une personne absolument pas fiable qui n'a jamais pu faire fonctionner son putain de requin sur le tournage précédent et qui leur a fait perdre un temps considérable ainsi que des millions de dollars. Autant dire qu'il ne porte pas Bob Matty dans son cœur. Schoenberg répond alors à Zanuck la chose suivante. Écoute-moi bien Richard, son requin, il a suffisamment fonctionné pour nous faire engranger des millions, alors ce sera lui, maintenant tu la fermes, c'est moi qui décide. Avec toute l'équipe en place, la pré-production bat désormais son plein, et le tournage est censé démarrer le 6 mai 77 en Floride pour y tourner les scènes en mer avec le requin, avant de repartir à Martha's Vineyard le 6 juin. Sauf que, je vous le donne en mille, le requin n'est pas prêt. Sacré Bob Matty. Du coup, le tournage démarre finalement le 6 juin à Martha's Vineyard et les séquences en Floride sont décalées à juillet. Hancock installe donc ses caméras et commence à tourner, mais tout ne se passe pas comme prévu. Clairement pas habitué aux grosses productions hollywoodiennes, Hancock s'avère très hésitant sur le plateau, donnant des indications peu claires et revenant souvent sur ses décisions. Un coup il dit qu'il n'a pas besoin de grue, puis une heure plus tard il finit par en demander une, le genre de choses qui peut vite venir à bout de la patience de l'équipe technique. Et qui finit par coûter cher au studio, représenté par Sid Sheinberg et l'ancienne monteuse Verna Fields, qui se demande s'ils ont bien engagé la bonne personne. En plus de ça, les rushs ne les rassurent pas le moins du monde, et ils n'aiment pas du tout le look que Hancock donne au film. Trop sombre, trop grisâtre et désespéré, pas du tout l'ambiance recherchée par le studio pour son grand film de l'été 78. Et donc, le 26 juin 77, la nouvelle tombe, John Hancock a été viré, ainsi que Dorothy Tristan. Du coup là je vous ai raconté la version officielle des événements. C'est le fameux différend artistique, aujourd'hui monnaie courante à Hollywood. Sauf qu'en coulisses, les choses étaient encore plus compliquées que ça. Hancock et Tristan se sont en réalité retrouvés mêlés à une bataille d'ego entre le producteur Richard Zanuck et le PDG d'Universal Sid Sheinberg. Pour commencer, je rappelle que l'actrice Lauren Gary, alias Ellen Brody, n'est autre que la femme de Sheinberg. Du coup, Sheinberg tenait absolument à ce que sa femme ait un rôle plus important au sein du film, notamment dans l'acte 3. Il a donc gentiment insisté auprès de John Hancock et Dorothy Tristan pour que le personnage d'Ellen parte en bateau avec Martin Brody à la fin du film pour faire face au requin. Hancock est donc naturellement allé voir ses deux producteurs pour leur transmettre le message, ce à quoi Richard Zanuck a répondu « Moi vivant, jamais ». On est sur de la bonne ambiance. Il faut savoir que la querelle entre Zanuck et Sheinberg remonte au premier film, quand les deux hommes voulaient confier le rôle d'Ellen Brody à leur femme, Zanuck étant marié à l'actrice Linda Harrison. Sauf que c'est bien Lauren Gary qui a hérité du rôle, et la pilule a été difficile à avaler pour lui. Il a d'ailleurs essayé d'offrir le rôle de l'océanographe à sa femme sur le deuxième volet, mais ça ne s'est pas fait. Hancock s'est donc retrouvé pris entre deux feux, et n'ayant strictement aucun atome crochu avec Sheinberg, il a décidé de prendre le parti de Zanuck, son producteur et ami qui le soutenait depuis le début. Et on peut le comprendre. Sauf que, t'es allé à l'encontre du big boss mon gars. Et ça pardonne pas. Sheinberg a donc débarqué en jet sur le tournage, passé un savon à Zanuck et Brown et les a obligés à virer Hancock et Tristan. Le lendemain, les producteurs annoncent la nouvelle aux deux concernés. Après s'être investis pendant 1 an et demi, c'était fini pour eux, leur film ne verrait pas le jour. Ah, Hollywood et ses paillettes, ça fait rêver, non ? Du côté d'Universal, c'est un peu la panique générale. Il faut vite trouver quelqu'un pour réécrire le script et pour reprendre le flambeau de la mise en scène. Dans un premier temps, Verna Fields se propose, mais ça lui est refusé par la Directors Guild of America. Un cadre de studio ne peut virer un réalisateur et le remplacer. Même chose concernant le directeur artistique Joe Halves. Sheinberg utilise alors sa dernière carte, Steven Spielberg. Il l'appelle et insiste, à tel point que Spielberg finit par accepter d'y réfléchir. Ah oui, il a dû sacrément insister le Sid. Cependant, il pose ses conditions. La production doit être décalée au printemps 78, ce pour qu'il puisse terminer Rencontre du troisième type tranquillement, et il veut l'écrire lui-même. Spielberg développe donc quelques idées avec les personnages de Brody et Hopper et une sur l'Indianapolis, mais il finit par abandonner. Il ne peut se résoudre à revivre le cauchemar du tournage en mer et décide de laisser tomber. Joe Halves propose alors le réalisateur français Jeannot Swark, avec qui il avait travaillé sur la série télé Night Gallery. Swark est donc appelé d'urgence et accepte de prendre le relais avec toute la pression que cela implique. Parce qu'à ce moment-là, bon, déjà il faut prendre en compte ce qu'on savait déjà, à savoir que c'est la suite du plus gros succès de tous les temps, que le tournage en mer s'annonce complexe et que le requin ne fonctionnera qu'une fois sur 10. Ça fait partie du deal depuis le début. Mais là on passe au level supérieur. On est au milieu du tournage, le scénario doit être complètement réécrit, tout ce qu'a filmé John Hancock va finir à la poubelle, bref, le film doit être complètement repensé de A à Z, et ce le plus vite possible. En gros, Swark à ce moment-là, il est au milieu d'un château en feu et on lui demande de souffler pour éteindre les flammes.
Côté scénario, Universal offre à Carl Gottlieb le cachet dont il rêve, soit le triple de ce qu'il lui avait proposé la première fois, et il débarque immédiatement à Martha's Vineyard pour tout réécrire. Il passera donc tout le mois de juillet enfermé dans sa chambre d'hôtel à taper sur sa machine à écrire. Sa principale inspiration, le radeau de la Méduse. S'il supprime beaucoup d'éléments du script original et en modifie grandement l'intrigue, il conserve tout de même quelques idées du scénario de Dorothy Tristan, qui n'aura malheureusement jamais obtenu le moindre crédit en tant que scénariste sur le film. Pendant ce temps, Swark revoit le casting. Énormément d'acteurs sont ainsi remerciés, leur rôle n'étant plus d'actualité dans les réécritures de Gottlieb, et d'autres sont tout simplement remplacés. C'est d'ailleurs le cas pour les deux jeunes acteurs incarnant Mike et Sean Brody, qui cèdent leur place à Mark Gruner et Mark Gilpin. Gottlieb achève finalement un premier jet le 28 juillet, mais continuera de travailler dessus constamment jusqu'au 2 septembre, fournissant des pages quelques jours avant le tournage des scènes concernées, exactement comme sur le premier volet. Le tournage reprend donc le 1er août en Floride pour les scènes en mer qui s'avèreront de nouveau être une plaie à tourner. Le studio ayant déjà perdu beaucoup d'argent, c'est une vraie course contre la montre qui s'engage. Swark fait tourner 4 équipes en simultané pour aller au plus vite, mais comme sur le tournage du film précédent, les journées finissent bien souvent sans un seul plan en boîte. Je vous passe le détail des voiliers à l'horizon, des orages, des trombes marines et du putain de requin qui fonctionnait pas. Suite à ces 2 mois douloureux et peu productifs, l'équipe retourne à Martha's Vineyard le 17 octobre pour remettre en boîte toutes les scènes prenant place sur Amity. Et même ici, ça va être compliqué. Pour commencer, l'acteur Murray Hamilton veut quitter le tournage de toute urgence. En effet, sa femme, qui souffre d'un cancer, est sur le point de subir une biopsie et il veut être à ses côtés. Après avoir appris cette nouvelle, le producteur David Brown réorganise le planning et s'arrange pour que Hamilton tourne ses scènes dans les 48 heures. Ce sera fait et il pourra rejoindre sa femme, dont l'opération se passera bien. Au moins une bonne nouvelle dans ce monde de merde. Mais le pire dans cette histoire, ça reste Roy Scheider. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'acteur n'avait aucune envie de faire ce film, il était ici contraint et forcé, et toute l'équipe fera ainsi les frais de son mauvais caractère. L'acteur se comportait comme une diva, se plaignait quand ses collègues acteurs avaient plus de gros plans que lui, et passait toutes ses journées à bronzer jusqu'à ce que sa peau n'ait plus du tout la même couleur qu'au début du tournage. Bref, Roy Scheider boude. Il fait sa mauvaise tête. Sauf que ça va bien 5 minutes. Un jour, ça finit donc par exploser, et Swark et lui en viennent carrément aux mains, obligeant David Brown et Verna Fields à les séparer. Suite à ça, Scheider finira par se calmer, et l'équipe retournera en Floride courant novembre pour reprendre le tournage en mer et espérer en finir une bonne fois pour toutes. Mais il y a un petit problème. Encore. À la base, le tournage en mer devait avoir lieu en été, mais avec tous ces retards, on est en plein automne et ce n'est plus la même. Il fait donc très froid et les acteurs sont obligés de se mettre des glaçons dans la bouche pour qu'on ne voit pas l'air qu'ils expirent. Cerise sur le gâteau, l'île artificielle conçue par l'équipe artistique du film. Pourquoi pas une vraie île? Parce qu'aux alentours d'une île naturelle, le fond remonte. On est donc en pente, et en pente, la plateforme avec le faux requin n'aurait pas pu être utilisable. Or donc, un jour, Jano Swark se fait réveiller par un coup de fil l'informant que, suite à une tempête, l'île s'est détachée de ses ancres et est désormais en partance pour Cuba. C'est à ce moment-là que Sitchenberg a débarqué pour dire à tout le monde que tout ceci n'était qu'une vaste opération de caméra cachée depuis le début. En vrai, ça aurait été crédible. L'île a fort heureusement été récupérée et le tournage a continué, mais début décembre, Universal tire la sonnette d'alarme. Tout ce bordel a assez duré et le tournage doit se conclure le 22 décembre. L'équipe n'a alors d'autre choix que de travailler 22 jours sans pause et le tournage s'achève enfin. Pas trop tôt. La post-production démarre, John Williams fait son retour à la composition et le film se prépare donc pour sa sortie calée au 16 juin 78, quasi 3 ans jour pour jour après la sortie du premier volet. Naturellement, le film est précédé d'une énorme campagne marketing. Il aura coûté 30 millions de dollars, le film le plus cher jamais produit par la Universal et le studio comptait bien rembourser son investissement. Fort heureusement pour lui, ça n'a pas loupé et le film est rapidement devenu la suite la plus rentable jamais sortie jusqu'alors, rapportant plus de 200 millions de dollars à travers le monde. C'est pas les 470 millions du premier film, mais ça reste un beau succès. Niveau critique cependant, ça a été un peu plus compliqué et Les Dents de la Mer deuxième partie n'a pas convaincu tout le monde. En France, le titre du film a été traduit par Les Dents de la Mer deuxième partie. Pourquoi? Parce que Les Dents de la Merde, c'était pas hyper vendeur. 4 ans après les événements du film original, Martin Brody est persuadé qu'un grand requin blanc est de retour sur les plages de la petite île d'Amity. Pour preuve, 2 plongeurs disparus, un bateau qui explose sans raison apparente et une orque retrouvée échouée en piteux état. Malheureusement, une nouvelle fois, personne ne semble prendre Brody au sérieux. Sauf que quand ses fils Mike et Sean décident d'aller faire de la voile au large avec leur groupe d'amis, les choses dégénèrent et le petit groupe est pris en chasse par le requin. Brody partira donc en mer pour retrouver ses fils et faire face à sa plus grande peur une nouvelle fois. Du coup, Les Dents de la Mer deuxième partie. Était-ce vraiment nécessaire? On va pas y aller par 4 chemins, le film est extrêmement moyen. Alors c'est pas nul ou horrible ou complètement honteux, c'est juste que c'est désespérément plat et oubliable. Passer après un chef-d'œuvre, c'est compliqué, et ce film en est malheureusement une des meilleures preuves. Bon déjà, Spielberg est plus derrière la caméra, et ça pardonne pas. Si Swark se révèle par moments plutôt inventif, en témoigne ce plan très cool du point de vue du requin qui poursuit la skieuse nautique, ou encore cette idée de filmer à partir de l'aileron, globalement, le style du bonhomme le rapproche plus de l'habile technicien que du formidable conteur d'histoire. Un plan cool, c'est chouette, mais ça ne fait pas tout. Là où Spielberg utilisait savamment la caméra pour faire grimper la tension et instaurer la peur, ici, on a l'impression que Swark se contente de filmer des trucs en se disant on verra bien ce que ça donne au montage. Pas forcément la meilleure approche de la mise en scène. Pour moi, c'est assez flagrant avec la scène de la plage, quand Brody se trouve sur la tour d'observation
tension, persuadé qu'un requin rôde. On peut même faire un parallèle avec la scène du premier film où Brody, tendu, observe l'eau, craignant une attaque. Ici, Swark enchaîne les plans sur les vacanciers sans véritable construction rythmique ou dramatique. Rien à voir avec la scène du premier film qui instaurait une ambiance oppressante avec une maîtrise folle, tout en donnant cette impression désarmante de facilité. Chaque chose était à sa place, chaque plan avait un but et la moindre coupe avait un sens. Ici, c'est pas le même calibre et Swark est peu aidé par une photographie assez bateau. Bateau. Je suis un génie. Le directeur de la photographie Bill Butler a en effet cédé sa place à Michael C. Butler, aucun lien, et autant dire que le style visuel est loin, très loin d'égaler celui du premier film. Excite donc l'aspect documentaire qui faisait tout le sel des Dents de la Mer, ici le style visuel est bien plus classique, avec une colorimétrie plus pétante et donc peu naturelle. Un look de blockbuster classique en fait, c'est inoffensif et sans grande ambition. Pour vous donner une meilleure idée de la différence de style entre les deux films, dans l'original, Spielberg s'était donné pour mission de limiter le plus possible la présence de la couleur rouge. Pour lui, les seules fois où on devait voir du rouge, c'était lorsque du sang apparaissait à l'écran. Un parti pris visuel très intéressant et qui décuplait l'impact des scènes sanglantes sans vraiment qu'on s'en rende compte. Ici par contre, le rouge est présent partout dans les décors et accessoires. Du coup, on ne retrouve pas ce qui faisait le sel du premier opus, à savoir cette tension permanente, ce malaise instauré par une réalisation qui savait ménager ses effets, avec pour seul objectif de nous faire peur, mais sans forcément nous montrer la cause de cette peur. Swark, lui, souhaitait montrer le requin. Du coup, on a droit à de nombreux plans du squale, et s'il faut reconnaître que certains d'entre eux sont assez impressionnants, il faut également avouer que cette approche démystifie pas mal la menace. On passe à quelque chose qui se veut beaucoup plus spectaculaire en fait. C'est là la différence entre Swark et Spielberg. Avant toute chose, Spielberg voulait faire peur. Il était à la recherche d'un sentiment viscéral. Swark, lui, cherche juste à divertir pendant 1h50. Tout est dit. Niveau scénario, là où celui du premier film mettait en avant une galerie de personnages forts, ici c'est pas la même. Au centre du film, un groupe d'ados sans grand charisme, trop nombreux et pas franchement bien écrit. La simplicité du film original, 3 hommes sur un bateau, est donc mise aux oubliettes au profit d'une multitude de jeunes un peu niais et stéréotypés au possible, et qui donne au film un côté juvénile qui est pas extraordinaire. Fort heureusement, Martin Brody est tout de même au centre du film, et Roy Scheider reste très bon dans ce rôle auquel il aurait voulu échapper. Brody est clairement le personnage le mieux écrit, et son obsession vis-à-vis du requin, qui finit par le discréditer auprès de tous, est un fil narratif intéressant et plutôt bien développé au sein du film. Le seul reproche que je pourrais faire concernant l'écriture du personnage, c'est qu'il est malheureusement beaucoup trop en retrait vis-à-vis de l'action. Alors c'était déjà plus ou moins le cas dans le premier film, étant donné que Hopper et Quint étaient bien plus à l'aise que lui en milieu marin, mais ici, la donne a changé. Il est seul, il ne fait pas partie d'un trio. Et autant dans le film original, cette passivité, ce côté spectateur nous permettait à nous, véritables spectateurs, de nous identifier à lui, autant ici je trouve que cette passivité ne joue pas forcément en sa faveur. C'est en réalité le groupe de jeunes qui se retrouve au cœur de l'action. Le but, donner à Brody une raison personnelle de retourner affronter le requin pour sauver ses fils. Alors, ça fait sens narrativement, mais c'est juste un peu frustrant que Brody ne soit confronté au requin que pendant 5 minutes sur tout le film. Et quitte à adopter cette approche, ça aurait été bien plus intéressant d'avoir un groupe de jeunes plus réduit et mieux écrit, des personnages auxquels on se serait véritablement attaché, comme on s'était attaché à Brody, Quint et Hopper dans le premier film. Mais non. Un autre problème à souligner, c'est le manque d'éléments visant à humaniser les victimes. Là où le premier film faisait le nécessaire pour nous apprendre un minimum de choses sur les personnages qui servaient de casse-dalle au requin, parfois même de manière extrêmement succincte, ici c'est pas le cas. Les victimes sont juste des anonymes dont on se fiche totalement, ce qui fait que leur mort n'a strictement aucun impact émotionnel. Dans le premier, il y a Cressy, Alex et Ben Garner. On ne les voit pas longtemps, mais ils ont tout de même quelques répliques, ce qui suffit à faire d'eux des personnages et pas simplement des victimes. Ici, qu'est-ce qu'on a? 2 plongeurs, une fille qui fait du ski nautique, la fille qui pilote le bateau. Bon, après je fais la fine bouche, mais il faut tout de même prendre en compte la production chaotique du film, et on se doit de reconnaître que malgré sa réécriture de dernière minute et sa mise en scène dans l'urgence, le film se tient plutôt pas mal en tant que petite série B divertissante. C'est surtout la comparaison avec le premier opus qui va jouer en sa défaveur. Mais bon, c'est un peu inévitable. Du coup, qu'est-ce que ça aurait pu donner si John Hancock était allé au bout de sa vision? Dans le script de Dorothy Tristan, Amity est une ville quasi fantôme plongée dans la brume. Suite aux événements du premier film, la station balnéaire n'a jamais pu se débarrasser de sa réputation de requin-ville, et les touristes ont littéralement déserté l'île, qui ne s'est pas relevée économiquement, et qui a contraint la plupart des magasins à mettre la clé sous la porte. Le maire Larry Vaughn, toujours en fonction, tente donc de relancer l'économie par tous les moyens possibles, quitte à tremper dans des combines avec la mafia. Quant à Martin Brody, il souffre d'un violent syndrome de stress post-traumatique, des hallucinations lui font voir des requins partout, et il se sent toujours coupable des morts survenues suite à la première attaque, notamment celle du jeune Alex Kintner. Le script introduisait également un personnage d'une vingtaine d'années dénommé Sideburns, qui n'était autre que le fils de Quint, venu à Amity pour récupérer les 10 000 $ promis à son père. Bien évidemment, un grand blanc finit par se joindre à la fête, la femelle du spécimen ayant attaqué Amity 4 ans plus tôt, obligeant Brody à affronter ses vieux démons. Bah ouais, parce que s'il y a pas de requin, y a pas de film en fait. Ce qu'on peut déjà affirmer sans trop s'avancer, c'est que le script laissait augurer un film très sombre qui n'aurait rien eu d'un divertissement léger. Les morts auraient été très graphiques et violentes, et l'atmosphère générale, avec l'île plongée dans la brume, se voulait très oppressante et désespérée. Fait intéressant, quelques plans tournés par John Hancock ont fait leur chemin jusqu'au film de Swark, et effectivement, c'est pas la même ambiance. Perso, j'aime beaucoup. La légende raconte même qu'à la fin de cette version, Martin Brody devait succomber à une crise cardiaque. Le problème, c'est qu'avec tout ça, le film aurait hérité d'un classement R, et il aurait par conséquent rapporté bien moins d'argent qu'avec un simple classement PG. Et ça non plus, ça a pas dû jouer en la faveur de Hancock et Tristan.
Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on est peut-être passé à côté d'une suite bien plus digne de l'original que ce qu'on a finalement obtenu. Et j'aurais vraiment beaucoup apprécié qu'on nous présente le personnage de Sideburns, le fils de Quint, rôle confié à Billy Van Zandt, qui incarnera finalement Bob, un personnage sans grand intérêt dans le film de Swark. Pour la petite anecdote, l'introduction du personnage le voyait débarquer à Amity sur le ferry, tout en sifflant l'air de Spanish Ladies que son père aimait tant chanter. Rien que ça aurait été assez cool à voir, et j'avoue que j'aurais été très curieux de voir cette version. Mais l'histoire en a décidé autrement. Les Dents de la Mer deuxième partie signée Jeannot Swark est donc un divertissement sympatoche qui fait le taf sans fioriture et qui profite d'une BO très soignée de John Williams, mais qui n'a rien de franchement inoubliable. Ce retour à Amity nous offre quelques morceaux de bravoure assez cool, et le fait de retrouver certains personnages originaux fait son petit effet, mais pendant le visionnage, on ne peut s'empêcher de penser au premier opus, et il ne parvient jamais à soutenir la comparaison. Reste un film d'action et d'aventure marine plutôt efficace et qui se regarde sans déplaisir, mais on reste très loin du chef-d'œuvre. Enfin bon, voilà, il fallait bien faire une suite, ça a été fait, c'est pas spécialement catastrophique, ça se regarde, tout va bien en soi. Le tout, c'est de savoir s'arrêter. C'est vrai, on va pas en faire 4 non plus des Dents de la Mer, hein. Ce serait complètement con, hein. Hein? Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, de me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!